après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec INSIT. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce 22e café de campagne. Et oui, 22 éditions déjà de ce rendez-vous mensuel au service de nos territoires ruraux, de la dynamisation des territoires ruraux sur un sujet extrêmement important. Moi, je suis ravi de vous accueillir. Alors, je ne suis pas dans mon bureau pour une fois. Je suis dans un petit village de 360 habitants au Pays Basque, Esteren-Subi, dans lequel INSIT va poser ses valises. Nous sommes à la source de la Nive, cette magnifique rivière qui se jette dans l'Adour. Et nous allons mener un projet, impliquer 2 jeunes en service civique dans 6 mois, autour d'un projet autour du vélo et des mobilités douces, mais aussi du lien social, de la lutte contre la fracture numérique. Voilà, donc la mairie m'a permis d'organiser cette ma participation bien sûr à l'animation de ce débat directement au sein de ce village, et je les en remercie très chaleureusement. Alors, 22e café de campagne sur la reconversion. La moitié des Français aspirent à aller vers une reconversion professionnelle. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un moment qui est en forte mutation, où les gens s'interrogent beaucoup sur leur situation professionnelle, leur vie professionnelle, ce qu'ils ont envie de faire. Notre société est une société qui s'interroge, comme nous le voyons beaucoup en ce moment. Les salariés s'interrogent sur leur vie professionnelle, le sens que ça peut avoir. Eh bien, nous, à INSIT, on pense que la reconversion, elle peut aussi se faire, et elle doit se faire dans les territoires ruraux, parce que ce sont des territoires qui aspirent à renforcer leur dynamique et à faire venir de plus en plus de gens. Vous savez qu'à INSIT, nous n'opposons pas les territoires, l'urbain au rural, loin s'en faut. Nous travaillons sur un équilibre, un nouvel équilibre entre les territoires au sein de notre beau pays, de notre République, pour faire en sorte que chaque individu, où qu'il soit, puisse vivre à égalité de droits et de dignité. Et les territoires ruraux sont des territoires très dynamiques qui méritent d'être à égalité de droits et de dignité avec les grandes métropoles. Nos territoires ruraux, les moins de 2000 habitants, c'est 29 000 communes pardon, sur 34 000 communes. Aujourd'hui, c'est 22 millions d'habitants, donc c'est une part importante de notre population et de notre territoire. Voilà, donc d'où ces cafés de campagne pour valoriser aussi des initiatives qui nous paraissent inspirantes. Nous les faisons grâce à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui était un des partenaires importants d'INSIT, mais aussi en partenariat avec Village Magazine, qui était un partenaire de qualité et de cœur, voilà, et qui participe aussi avec nous à identifier des initiatives qui nous semblent inspirantes et qui pourraient donc inspirer de nombreux acteurs. Voilà, en tous les cas, on est très heureux de vous accueillir pour ce dernier café de campagne de l'année 2022. Marélie, à toi le micro. Merci Thibaut, bonjour à toutes et à tous. Donc la thématique du jour, c'est la question de la reconversion en ruralité, et on a le plaisir de recevoir 4 intervenants qui seront avec nous aujourd'hui et qui vont pouvoir nous en parler. On a Bénédicte Dupré qui va intervenir sur la présentation de l'ADEFPAT, dont elle est la directrice, Arnaud Trollet, directeur et fondateur de Savoir-faire et Découverte, Philippe Gardin, qui est président de l'association Mano Davis, et Delphine Gallois, présidente de l'association Les Imaginaires en Transition. Pour démarrer et avoir un petit peu une vision macro du sujet, on va d'abord laisser la parole à Sylvie Lecalvez, directrice du magazine Village, qui a consacré un dossier sur la thématique. Sylvie, si tu peux nous présenter quelques informations et chiffres clés sur la question de la reconversion en ruralité. Bonjour à toutes et tous. Donc, depuis la Normandie, puisque comme Thibaut a dit d'où il était, alors moi, c'est la Normandie. C'est frais, mais ça va, on tient le coup. Effectivement, on a fait ce dossier, je le montre, je ne sais pas si on va voir grand-chose, hein. Il change de métier, il change de vie, pour montrer surtout l'importance de se reconvertir, mais pour des projets qui ont quand même du sens, hein, et qui sont plutôt dans le domaine de la transition écologique et sociale. Donc, ce n'était pas de la reconversion tous azimuts, parce que ça existe depuis fort longtemps, mais c'était montrer aussi aujourd'hui l'intérêt qu'ont des jeunes et des moins jeunes
à s'installer en milieu rural pour des projets charpentiers, agriculteurs, faire donc des plantes aromatiques et médicinales ou des brasseurs, parce qu'il y a de plus en plus de petites brasseries artisanales en milieu rural. Donc, c'était ce qui nous intéressait, les métiers qui ont du sens. Et puis, de mettre l'accent aussi sur la formation. Et c'est bien parce qu'on a autour de cette table l'ADEFPAT, Savoir-faire et Découverte, qui sont des acteurs d'une formation in situ sur le terrain, une sorte de formation immersion. Et c'est aussi ce qu'on a voulu montrer dans ce dossier, puisque avec aujourd'hui la mise en place du CPF, du compte personnel de formation, certes, on peut se former, c'est très bien, en faisant un bilan de compétences d'abord, et puis après en se formant à l'AFPA, au Greta. Mais parfois, quand on veut être chef d'entreprise, et c'est le cas de 26% des Français qui veulent changer de métier. On disait la moitié, peut-être pas tout à fait, Thibaut, mais en tout cas, pas loin de 40% qui vous souhaitez changer de métier en 2021. Il y en a 26%, c'est pour être à leur compte. Donc, c'est vraiment pour être eux-mêmes créateurs de leur propre activité. Et là, il y a besoin, effectivement, il y a quelques formations courtes montées par les chambres consulaires, mais il y a aussi besoin d'être directement en relation avec des entrepreneurs qui ont franchi le pas, qui sont installés en milieu rural et qui peuvent montrer la façon dont on peut gérer ce type d'entreprise, les difficultés qu'on rencontre, les gestes, les savoir-faire. Et je pense qu'on va y revenir, effectivement, c'est le but au long de ce café de campagne. Donc, le phénomène est quand même d'ampleur, puisque pour continuer quelques chiffres, entre janvier et juillet 2022, le ministère du Travail avait recensé 500 000 démissions, ce qui était pas mal. Et puis, effectivement, pratiquement entre 30 et 40%, ça dépend quel chiffre on prend, d'où vient la source, mais souhaiter changer de vie en 2021 notamment. Mais sur la période 2016-2021, c'est un actif sur 4, une personne sur 4 qui a entrepris une reconversion. Là, on n'est pas dans l'intention, on est dans 25% qui ont, entre 2016 et 2021, entrepris une reconversion. C'est quand même un phénomène absolument énorme. Voilà pour une très courte introduction. Je répondrai après ou je donnerai plus d'éléments au fil de la session. Je préfère écouter les 4 porteurs de projets ou initiateurs qui sont ici présents. Merci. Merci Sylvie. Donc Bénédicte, si tu peux ouvrir le bal des intervenants et nous présenter ta structure, l'ADEFPAT. Et je crois que tu as une présentation que tu voudrais projeter, donc n'hésite pas à faire le partage d'écran. Alors, on n'entend pas pour l'instant, donc je pense que ton micro est coupé. Voilà, la première étape, c'était le micro. Et la deuxième étape, c'est le partage. Parfait, merci. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Super. Vous voyez l'écran? Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Bénédicte Dupré, directrice de l'ADEFPAT, et moi, je suis à Toulouse. Et même si l'ADEFPAT n'intervient pas sur Toulouse, mais en tout cas, voilà, c'était juste pour resituer où je suis aujourd'hui. Donc, ravie d'être avec vous. Et puis, on va essayer de voir comment l'ADEFPAT, modestement, participe, contribue à faire vivre le milieu rural. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Je vais vous parler parce que voilà, alors moi, c'est un peu... mais Marélie, elle me dit, mais non, c'est vachement important. Donc, moi, je l'ai cru. Et donc, je vais vous parler de l'ADEFPAT parce qu'en fait, l'ADEFPAT, il n'y a rien de nouveau. Mais vous verrez quand même comme quoi ça peut être très nouveau. Parce que c'est une vieille association qui va avoir 40 ans en 2023 et qui s'est montée avec une logique de partenariat public-privé afin de faire face un petit peu à l'exode rural et afin de doter les territoires d'un outil d'ingénierie mutualisée pour accompagner les porteurs de projets. C'était avant les pays, les parcs, on en parlait à peine, les intercos, donc il y avait quand même peu d'ingénierie sur les territoires. Et puis, les acteurs qui avaient envie, qui étaient les vrais développeurs, on va dire. Donc, au début, les adhérents de l'ADEFPAT, c'était des associations de développement local. Donc, c'était dans les années 80, quelques collectivités et les consulaires à l'époque. Donc, on avait ce format un peu atypique, cette gouvernance publique-privée qui existe toujours aujourd'hui, avec dans une organisation un petit peu différente. Maintenant, on n'a pas que des consulaires sur la partie éco, et puis il y a les communautés de communes, les communautés d'agglo, les parcs, etc.
On intervient sur 6 départements de la région Nord-Occitanie, vous l'avez sous les yeux, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Lozère et Hérault. Alors, à la DEFPAT, ça fait beaucoup de débats, mais bon, la partie rurale, c'est hors métropole. Voilà, il peut y avoir des débats hors métropole, donc on ne va pas intervenir, par exemple, sur l'Hérault, on ne va pas bien sûr intervenir sur la métropole toulousaine. Et l'objet de l'association, dès le départ et encore, c'est d'accompagner des porteurs de projets en milieu rural, créateurs d'emplois et d'activités. Voilà, tout simplement. Et ça n'a pas changé depuis 40 ans. Et on voit que c'est toujours d'actualité. Et je vous montrerai après comment on a fait évoluer quand même nos pratiques par rapport à un contexte qui a quand même énormément changé. Alors, à la question « Qui est-ce qu'on accompagne ?» Bon, je vous laisse lire les quelques chiffres en termes de volume d'activité, puis je peux répondre à vos questions si besoin. On accompagne, je dirais, à 360 des acteurs privés, ça va du chef d'entreprise au demandeur d'emploi, au porteur de projets, aux salariés, des acteurs publics, des acteurs associatifs. On les accompagne en individuel ou en collectif. Et alors, on a même des formats qu'on appelle des individuels regroupés, où il y a des temps collectifs et des temps individuels. Et on va intervenir quel que soit le secteur d'activité. Ça peut être un projet touristique, ça peut être un projet d'artisanat, industriel, un projet de filière, et quelle que soit aussi leur problématique, leur projet. Est-ce qu'on est, je vais un peu vite, je m'y remets, est-ce qu'on est sur de la création, de la transmission, de la reprise, est-ce on accompagne de plus en plus les collectivités sur des projets un petit peu plus macro stratégiques, du changement d'échelle, sur des projets d'innovation et de coopération. Donc, on a un spectre à 360 et on a une formule à la DEFPAT. Il n'y a pas 2 accompagnements qui se ressemblent. On n'a pas d'offre catalogue. Donc, voilà. Est-ce que justement, Bénédicte, tu peux nous parler un peu du parcours des porteurs de projets en reconversion et de la méthode d'accompagnement que vous Voilà, tout à fait. Donc là, vous avez la cartographie. Et puis justement, on a une méthode d'accompagnement qui est pour moi unique. Il y a des choses qui ressemblent en France, mais pas à ma connaissance, qu'on appelle la formation-développement. La formation-développement, on l'appelle formation parce que le ou les porteurs de projets vont acquérir des compétences, mais on l'appelle aussi développement parce que derrière, il y a une finalité opérationnelle liée au lancement d'un projet. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de la méthode, auquel je rajoute 3 caractéristiques. Cette méthode donc, de formation-développement, elle va aussi travailler on va faire du sur-mesure, même si on accompagne 2 boulangers, ça ne sera pas les mêmes personnes, les mêmes territoires, donc on ne va pas accompagner de la même manière. On va travailler sur l'ancrage territorial et on va pouvoir mettre au profit des porteurs de projets, je dirais quand même un haut niveau d'ingénierie, des techniciens locaux, l'équipe de la DEFPAT, qui est une petite équipe, puisqu'on est une dizaine de salariés, et des consultants formateurs. On y reviendra après. Et là où on évolue par rapport à il y a 40 ans, c'est que nos méthodes, on les réinterroge perpétuellement avec un processus où on va les implémenter des nouvelles méthodes de design de services, de co-développement, de mesures d'impact social. On travaille sur les neurosciences, les outils d'intelligence collective pour s'adapter aux réalités de terrain et aussi au profil des porteurs de projets. Et alors, sur le parcours d'accompagnement, donc là, je vais vous faire rapidement, voilà, ça c'est vraiment le parcours du porteur de projet. J'habite dans quel département? Je ne détaille pas, mais je peux y revenir. Et j'ai envie j'ai envie de faire émerger un projet collectif, j'ai envie de faire aboutir mon projet de création, de consolider, d'élaborer un plan d'action à l'échelle de mon territoire, etc., etc. Et là, on dit bien, quel que soit le statut, et j'ai besoin d'être accompagné. Il faut être bien sûr dans une posture d'avoir envie, parce qu'il y a des tas de porteurs de projets qui n'ont pas envie, il faut le savoir. Ce porteur de projet, alors la première chose à faire, c'est qu'il prend contact, et c'est le premier niveau d'ingénierie, il prend contact avec l'agent de développement de son territoire. Donc, soit chez un consulaire, soit dans une Comcom, soit dans un PNR ou PETR. Voilà. Et après, c'est le territoire, charge à lui d'accompagner la DEFPAT. Et après, mais je vais revenir sur cette partie en détail, il va bénéficier d'un accompagnement sur mesure, sur le lieu de son projet, avec une approche dédiée à l'ancrage territorial, qui va mobiliser l'ensemble des partenaires techniques et financiers et il va bénéficier d'un suivi dans la durée et de la prise en charge à 90% de fonds publics. Donc, il y a un reste à charge pour le ou les porteurs de 90%. Et
eh bien, j'ai plus la diapo que je voulais vous montrer. Elle a disparu dans mon montage. Voilà, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Donc, comment on… Par exemple, la notion, les 3 niveaux, c'est d'abord le technicien du territoire qui vérifie que le projet est en phase avec la stratégie locale. Après, il se rend compte qu'il n'a pas forcément les compétences et les moyens en interne d'accompagner un projet parfois typique ou complexe. Donc là, il vient chercher la DevPat. Nous, on va faire une vraie analyse de besoin, à la fois de la personne, dans quelle situation elle est, mais de son projet et de l'écosystème qu'il va falloir mobiliser autour. Après, on réunit tous les partenaires techniques et financiers. Et là, s'il y en a un qui dit moi, je sais faire, moi, j'ai les outils pour, très bien, il fait. Et si jamais tout le monde est convaincu que la DevPat est le seul à pouvoir répondre à la problématique du projet, eh bien, on va chercher un consultant, donc là, qui est dans le secteur privé. Donc, on a 70 consultants qui sont référencés, avec, je dirais, un parcours un peu très, très sélectif. Et c'est le consultant qui va vraiment faire l'accompagnement au quotidien du porteur de projet. Voilà un petit peu la mécanique qui assure à la fois l'ancrage et ce haut niveau d'ingénierie qu'on peut proposer à des accompagnements qui sont toujours sur mesure. Voilà. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, merci Bénédicte. Après, de toute façon, je pense que les participants pourront revenir vers toi peut-être pour des questions plus spécifiques. Peut-être pour conclure, est-ce que vous avez un constat sur les profils en reconversion en général et éventuellement les mutations de ces profils? Alors, je mettrai quelques réserves. C'est juste que ce que l'on observe, ce qui, pour moi, ne correspond pas forcément à la réalité du milieu rural. Par exemple, on a d'autres, par exemple, les départements nous alertent, les conseils départementaux, sur des profils que nous, on n'a pas du tout dans nos scopes. Donc, ce que je vais dire, c'est vraiment des porteurs de projets qui arrivent à la DevPat. Donc, ce n'est pas des généralités. Moi, je n'en tire pas des généralités sur le milieu rural. Je dirais qu'on a, oui, ce qu'a expliqué Sylvie, de ces phénomènes de reconversion, des gens qui ont déjà un petit peu avancé dans leur parcours pro, des gens peut-être plus diplômés qu'avant, donc qui ont un parcours professionnel quand même et un bagage, ils viennent de… Enfin voilà. Et avec soit quelque chose en prolongement de leur premier métier, mais qui viennent exercer sous un nouveau format, dans un nouveau cadre de vie, soit de plus en plus des ruptures totales. Quelqu'un qui a fait rupture totale, il repart sur un CAP boulanger, et il a 5 ans sur le marketing industriel. Voilà, on a ces profils-là. On a aussi des profils, ça c'est pour les profils, on a aussi quelques démarches, mais ce n'est pas… quelques démarches collectives, voilà, où ce sont des gens qui s'entendent bien, qui ont envie de montrer un projet collectif multifacette, avec de l'hébergement, de l'animation, du conseil, un peu une partie agricole. Voilà, c'est en train un petit peu de se développer, mais globalement, c'est la montée, je dirais, la montée en compétences, le niveau de qualification initiale et d'expérience des porteurs de projets qui a peut-être évolué à la hausse, globalement. Ok, merci beaucoup pour ta présentation. Et puis évidemment, on pourra revenir aux questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat, donc peut-être que tu pourras y répondre en partie dans le chat et puis d'autres en direct s'il y a des questions orales à la fin des différentes présentations. Merci Bénédicte. Voilà. Arnaud, si tu peux allumer ton micro. C'est fait. Super. Si tu peux nous présenter un petit peu Savoir-faire et Découverte, donc qui est la structure que tu diriges et que tu as fondée il y a maintenant, je te laisse dire depuis combien de temps. Oui, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. En fait, oui, il y a 20 ans, oui. Donc, le raisonnement était déjà, il y a 20 ans, de voir ce que je pouvais faire finalement pour favoriser une transition écologique et des territoires en France. Et il y avait, de par mon histoire, j'avais donc côtoyé un certain nombre de gens qui voulaient se changer de métier, dont moi d'ailleurs. Et donc, j'ai créé à ce moment-là une pédagogie un peu particulière, puisque j'ai été voir des artisans. Je leur ai dit, écoutez, moi, on a des gens qui, derrière, ont envie de comprendre ce que vous faites et on va les emmener chez vous.
Et donc, c'est une pédagogie par le geste. Donc, on fait travailler les mains, on emmène les gens dans les ateliers. Et c'est une manière pour eux de s'intéresser et de valider des choix professionnels, et notamment souvent des reconversions. Alors, ce n'est pas comme ça que j'ai démarré, puisque en fait, on a commencé par des stages assez courts, hein, d'une journée ou deux. Et puis après, on a été vers des choses plus professionnalisantes, des formations de 5, 10 et même 30 jours aujourd'hui, ce qu'on fait passer des CAP, ébénisterie, boulanger, par exemple. Alors, je peux vous faire partager aussi, voici l'écran de Savoir-faire et Découverte pour vous montrer à quoi ressemble aujourd'hui l'offre Savoir-faire et Découverte. Si ça fonctionne, oui, voilà. Donc, la démarche, en fait, la démarche générale de Savoir-faire et Découverte, c'est de dire c'est quoi finalement les métiers, les activités qui permettent d'utiliser toutes les ressources naturelles, et patrimoniales, culturelles d'un territoire pour en faire des produits et des services pour les gens du coin. Bon, voilà. Et donc, on a autour de nous des produits qui vont faire des produits alimentaires, on a du bois, on a de la culture aussi. Et donc, j'ai été voir donc, les artisans qui étaient prêts ou les agriculteurs qui étaient prêts à transmettre auprès d'un public plutôt novice ces savoir-faire-là. Et on en a trouvé. Et aujourd'hui, ils sont une centaine, hein, pour en avoir 200. Hein, ce n'est pas trop la question du nombre, parce qu'il y en a beaucoup beaucoup d'artisans qui veulent transmettre. On a construit avec eux des programmes de formation, des programmes courts parfois pour s'initier, et des programmes plus longs pour se mettre dans le métier, avec toujours cette alternance de théorie, d'explications techniques, bien sûr, et de mise en pratique, et tout cela en petits groupes. On va en prendre un, par exemple l'agriculture, l'arboriculture, les petits fruits. Donc, on a du coup un certain nombre de notre public cible. Ce sont sur cette formation-là des porteurs de projets qui soit ont déjà un terrain et veulent en faire de l'arboriculture en agroécologie, soit sont dans un autre univers professionnel et se disent tiens, peut-être ce métier-là pourrait m'intéresser, je pourrais en vivre. Et donc, ils vont se former 5 jours en situation chez un artisan, chez un agriculteur en l'occurrence là, qui a monté une ferme, hein, évidemment, qui est en agroécologie, puisque notre démarche elle est très écologique dans son principe. Hein, c'est toujours d'aller vers des artisans qui sont des modèles, des maîtres, en l'occurrence, dans les mises en pratique de savoir-faire qui vont contribuer à la transition écologique. Et donc, on va avoir sur cette formation 3, 4, 5 dates par an avec 6 à 8 personnes qui vont venir se former. Ce qui fait que l'on arrive, nous, à recevoir aujourd'hui 1400 personnes par an. Et on va dire que sur les 1400, il y en a à peu près la moitié, une bonne moitié, qui sont sur ce que vous disiez en introduction, sur le pourcentage de ceux qui veulent se reconvertir et donc qui viennent dans ces univers professionnels en formation. Voilà sur la présentation générale. Je voulais aussi signaler d'ailleurs pendant que je présente les activités que je viens de monter là une structure qui fait de l'accompagnement en tutorat à distance. Je vais en dire quelques mots quand même, qui s'appelle Local Eco et qui est un peu le prolongement de ceux qui viennent se former, qui veulent ensuite, qui se trouvent sur le terrain, qui montent leur projet et qui se posent des questions techniques, pratiques, organisationnelles, commerciales parfois. Et donc, ils ont accès aujourd'hui à un réseau d'une cinquantaine, pour l'instant c'est une cinquantaine, de ce qu'on appelle les artisans experts ou des experts qui vont pouvoir leur apporter au fur et à mesure du montage de leur projet des réponses assez rapidement, hein, sur le principe d'une plateforme, qui vont pouvoir avoir leurs réponses en 24 ou 48 heures et être mis en relation avec un professionnel qui va leur apporter, qui a lui déjà 5 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience, qui va pouvoir apporter une réponse à sa problématique, de lancer une nouvelle recette, par exemple, de produits transformés, ou il veut se retrouver avec un changement d'équipement professionnel pour monter en gamme et qui va se dire qu'est-ce que je vais pouvoir acheter comme équipement. Donc, il va faire appel à cet artisan expert. Et donc, un certain nombre d'entre eux sont déjà formateurs du réseau Savoir-faire et Découverte et d'autres non. Merci Arnaud. Un sujet qui t'est cher et qui fait le lien avec l'expérience que tu peux avoir avec Savoir-faire et Découverte, la question de la place de l'artisanat dans la transition des territoires. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, parce que en fait, ça c'est un grand débat. Quand on parle de transition écologique, aujourd'hui, on a beaucoup de choses dans la littérature sur la transition
industriels, voilà, c'est la voiture électrique, les panneaux solaires, etc. Donc, on est dans le monde industriel qui va faciliter la transition écologique avec beaucoup d'innovation. C'est ce qui va résoudre nos problèmes. Et en l'occurrence, on peut aussi réfléchir autrement et se dire qu'à partir du moment où on a la matière première sur un territoire, finalement, l'artisan, pourquoi ne serait-il pas l'élément qui va faire le lien? Parce qu'il a tout ce qu'il faut pour faire le lien entre la matière première et le consommateur. Et il a cette capacité à la fois à informer, à sensibiliser et à transformer bien évidemment la matière première. Mais pas seulement alimentaire, hein. Il se trouve que l'alimentaire est un peu plus dans notre esprit au quotidien, mais on a des tas de choses autres qu'alimentaire, le vêtement, le bois, etc., qui peuvent se transformer en matériaux, en produits, pardon, et en services pour les habitants du territoire. Et donc finalement, ce rôle de l'artisan, je trouve qu'il n'est pas assez mis effectivement en valeur dans ce rôle, dans la transition écologique. Il a un formidable pouvoir et en plus, on a avec nous, en tout cas, là, des milliers ou des centaines de milliers de gens qui veulent se reconvertir ou en tout cas qui s'intéressent à ces métiers-là. Alors après, on pourrait, ce n'est pas le moment aujourd'hui, mais dire pourquoi ça ne se développe pas autant. Bon, après, il y a des freins, on pourra parler sur la formation professionnelle peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, il y a un vrai lien qui se fait par nature, et Philippe pourra en parler très bien, et d'autres peut-être, sur ce qu'il fait sur le terrain, qui est un ancien donc, apprenant de savoir-faire et découverte, et qui a mis en place un certain nombre de choses sur son territoire qui finalement vont servir à la fois l'économie, le social et la transition écologique. Merci. Du coup, avant de passer la parole à Philippe, parce que tu nous avais fait presque une transition toute trouvée, une petite question sur la formation et peut-être les critiques que tu peux faire sur le dispositif tel qu'il existe, à la fois les opportunités qu'il ouvre, mais aussi les limites que tu peux observer aujourd'hui. Oui, alors deux, trois petites choses, je ne vais pas trop prendre la parole, mais bon, d'abord, la France est un cas particulier quand même, puisqu'on a été nourri et abreuvé au financement de la formation professionnelle, et donc le public français ne connaît pas le coût et n'est pas habitué à payer sa formation. Et je veux quand même dire en introduction que dans tous les pays du monde, quasiment, les gens payent leur formation, c'est un investissement, et que c'est aussi bien que ça soit comme ça, qu'il y ait une contribution de la part de chacun. Quand on va acheter une machine, il faut d'abord se former. Donc voilà, ça c'est le premier message. Le deuxième, c'est qu'il faut regarder comment est financée la formation professionnelle en France et comment sont décidés, comment on va accréditer telle ou telle formation. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, ce sont autour de la table, ce sont les groupes professionnels, c'est-à-dire les syndicats nationaux professionnels de la boulange, donc dans la boulange professionnelle, syndicat de la boulangerie, les boulangers bio, au feu de bois, pain au levain naturel sont relativement peu représentés. Et je pourrais citer d'autres métiers que vous avez peut-être vus sur l'écran tout à l'heure de savoir-faire et découverte, les forgerons, les gens qui font de la transformation de fruits et légumes artisanaux comme Philippe, tout ça, ces gens-là ne sont pas représentés autour de la table, donc, globalement. Et comment est financée la formation professionnelle, pardon, elle est aussi financée par les grandes entreprises qui financent, etc. Enfin, tout un système qui est mis derrière. Et donc, c'est à peu près normal que dans nos univers dans lesquels moi je suis au quotidien, finalement, il y a peu de place. Alors, il y a quelques miettes qui sont quand même données par-ci, par-là, sur les territoires pour faire des projets, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Et puis, l'exemple de la DEFPAT en est un bon exemple parce que ça fait quand même 40 ans qu'il y a un territoire qui finance des opérations. Donc, il y a des choses. Mais globalement, sur le système national de la formation professionnelle, oui, c'est vrai qu'il y a relativement peu de place. Et ce qui se passe sur le CPF actuellement le montre, c'est qu'il y a une restriction budgétaire et donc qui est impacté en premier lieu, c'est des gens comme nous, par exemple. Merci Arnaud. Du coup, je vois aussi dans le chat un certain nombre de questions, notamment sur les questions de modèle économique. On peut peut-être les garder pour les questions orales. Ça concernera à la fois Bénédicte et toi, Arnaud. Et passer du coup à Philippe Gardin, qui est une personne qui a une expérience dont il va nous parler et qui a expérimenté une reconversion professionnelle récemment. Alors, petite précision, Philippe était quelqu'un qui était déjà en ruralité. Donc, la reconversion professionnelle, c'est une reconversion professionnelle et non pas une reconversion professionnelle doublée d'un déménagement en territoire rural. Philippe, si tu peux un petit peu nous présenter qui es-tu, d'où tu viens, et puis comme ça, voir qu'est-ce qui à un moment t'a amené à choisir, à faire le choix de la reconversion. Eh bien, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bonjour tout le monde, bonjour Arnaud, merci déjà pour l'invitation. Alors moi, effectivement, je suis déjà en ruralité puisque je suis basé en Vendée, dans le bocage vendéen, pas très loin du Puy du Fou pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je m'appelle Philippe Gardin. Je suis de formation agricole généraliste avec un diplôme d'ingénieur agri
Et sur la région Vendée, donc pendant 25 ans, j'ai exercé des fonctions diverses dans nos coopératives départementales, je dirais, mais plutôt orientées production animale, en particulier sur la volaille. Et puis, un événement familial a fait que j'ai fait le choix de changer d'orientation en souhaitant tout de même rester sur mon secteur d'activité que je connaissais depuis 25 ans, mais avec l'envie de créer quelque chose et puis de monter ma propre structure, ce que j'ai fait il y a 3 ans de ça. Voilà. Bah, du coup, si tu peux nous présenter justement ta structure, l'association Mano Délices et ton projet. Alors, ce n'est pas une association exactement, Marélie, c'est... Mais il y a bien une association sur le secteur, je vais t'en parler, là, je vais la présenter tout à l'heure. En fait, c'est une entité économique classique, hein. C'est une exploitation agricole. J'en suis gérant, je suis le seul sur cette activité, donc je suis paysan. Producteur de petits fruits rouges, c'est-à-dire production de fraises, de framboises, cassis, etc. Et puis une partie de transformation, donc je produis et j'en transforme une partie en confiture, sirop par exemple. Donc ça, c'est l'activité sur laquelle je suis et c'est mon activité professionnelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis tout seul sur la structure, mais j'ai beaucoup d'accompagnement parce qu'il est compliqué d'être tout seul sur ce type d'activité. Donc, j'ai des coups de main assez régulièrement avec des structures qui m'entourent, hein. Ça peut être des copains tout simplement, mais ça peut être également des jeunes de mission locale, ça peut être des associations diverses et variées. Et puis, donc ça, c'était il y a 3 ans. L'activité a débuté il y a 3 ans. Et il y a 2 ans, j'avais aussi l'envie d'animer le site sur lequel je suis. Oui, je ne vous ai pas dit, mais je suis installé sur un site propriété du département de la Vendée, qui est un site formidable puisque c'est un ancien château. Et mon projet, donc, ce sont en fait la réutilisation, la reconversion des anciens jardins qui entourent le château. Donc, il y a à peu près 3,5 hectares. Bien évidemment, dans mon projet, il n'y avait pas que ça aurait été trop restrictif de s'arrêter à la production. Donc, il y avait aussi l'envie de faire revenir la population locale sur ce lieu qui a été très fréquenté il y a une vingtaine d'années de ça. Et pour le coup, on a créé avec plusieurs personnes une association type Asso Loi 1901, toute classique, hein, qui porte différents événements qu'on peut proposer à la population locale sur le site, donc au milieu de mes jardins, que ce soit des marchés de producteurs, mais également du théâtre, un petit peu de cinéma plein air, voilà, pas mal d'idées. Grosso modo, on a une programmation avec à peu près un événement par mois. Ok, pardon. Non, vas-y, si tu voulais continuer. Non, je t'en prie, Marélie. Non, mais c'est simplement du coup, donc mes excuses pour avoir limité l'activité à l'association, mais ça va au-delà, on est d'accord. Sur peut-être les freins à la reconversion que toi, tu peux identifier, par lesquels tu t'as pu passer Oui. dans ta reconversion. Alors, le message que je voudrais passer, mais au travers mon expérience, dans mon contexte donné, hein, mon but n'est pas de généraliser, mais en tout cas, moi, je suis pleinement épanoui dans ce que je fais aujourd'hui. Et je pense que quand on a franchi le pas de se reconvertir et puis de créer ce qu'on a envie, à l'âge où j'avais, puisque moi, je me suis reconverti à 49 ans exactement, c'est du bonheur qui nous attend. Voilà, enfin moi en tout cas dans mon expérience professionnelle, je suis vraiment pleinement épanoui. Et en termes de frein, ce que je disais l'autre jour à Marélie, le frein le plus important pour moi quand on a été salarié pendant 25 ans, c'est quelque part les chaînes qu'on a à la patte, hein, si je peux m'exprimer comme ça, avec le fait d'être salarié, d'avoir voilà, un salaire qui tombe tous les mois, c'est facile. Mais c'est tellement facile que quelque part, on est emprisonné dans ce statut-là. Et le plus difficile, c'est justement d'arriver à s'en détacher, à se dire, eh ben, on se lance, on laisse tomber un salaire qui nous tombe tous les mois et puis on part quelque part vers l'inconnu. Mais une fois qu'on a franchi cette étape-là, eh ben, pour le coup, on découvre voilà, tout un tas de choses qui sont
qui sont source de bonheur forcément. Alors moi, je n'ai pas trop de mérite de m'être détaché de mes chaînes, puisque c'est le cas particulier d'une situation familiale avec un souci de santé important de ma femme qui a fait que j'ai franchi le pas. Voilà, donc il y a une goutte d'eau qui a fait que ça a facilité les choses, mais je mesure pleinement que quand on est salarié depuis plusieurs années, c'est compliqué de faire ce pas-là. Mais moi, j'encourage tout le monde à le faire parce que par derrière, alors surtout à un certain âge, on bénéficie d'une expérience forcément, et on a tous appris plein de choses au cours de notre vie. On a un réseau, le réseau est essentiel quand on veut se lancer. Alors, il est vrai que se lancer c'est une question que je me suis longtemps posée à 50 ans ou à 25 ans, ce n'est pas la même chose. Finalement, moi, je constate que ce n'est pas si compliqué que ça de se lancer à 50 ans sur le type d'activité que je fais actuellement. La contrainte financière, forcément, elle n'est pas la même, hein. On est déjà avancé dans la vie, les enfants sont grands, donc l'objectif financier, il faut être très au clair avec ses objectifs quand on se lance. Moi, l'objectif financier, il n'a rien à voir avec l'objectif qu'on peut avoir quand on a 25 ans. Donc, il faut effectivement tout replacer dans son contexte. Ça marche, merci. Et peut-être en quelques mots, donc tu l'as mentionné tout à l'heure, ton projet il est basé sur les terres d'un château qui est la propriété du conseil départemental de Vendée. Est-ce qu'au-delà de cette question-là, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi la mobilisation des élus et des collectivités, elle te semble essentielle, elle a été essentielle pour toi et elle te semble essentielle sur l'accompagnement d'un parcours de reconversion? Oui, moi, je considère qu'elle est vraiment essentielle, surtout quand on est dans des sujets type transition écologique ou en tout cas avoir un projet qui s'attache aux attentes sociétales qu'on peut voir aujourd'hui. Évidemment, ça ne peut pas être un projet individuel. C'est un projet qui va toucher toute la population ou en tout cas le territoire sur lequel vous êtes. Donc à ce titre-là, moi, ça me paraît essentiel, important et puis complètement normal, je dirais, hein, d'avoir le soutien des élus. Alors, il est d'autant plus vrai dans mon cas précis puisque, je vous l'ai dit, je suis sur des terres qui appartiennent au département de la Vendée avec un fermage agricole. Mais au-delà de ça, vous voyez, l'association qu'on a créée, moi, mon activité agricole, c'est une activité économique, on va dire classique. Par contre, au-delà de ça, j'ai quand même l'envie d'aller un petit peu plus loin et de traiter des sujets qui me tiennent à cœur sur la biodiversité, sur la pédagogie qu'on peut développer sur place pour parler justement de biodiversité, de nature, de comment est-ce qu'on produit, etc., etc. Et là, pour le coup, l'implication des élus, elle est essentielle. Et elle permet justement de donner une envergure autre à son propre projet. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Je veux dire, planter et récolter des fraises, oui, ça me va bien un moment, ou faire des confitures. Mais si avec ça, non, je ne m'épanouirai pas comme je m'épanouis aujourd'hui. Donc ça permet de donner une envergure et de se donner des projets à moyen, long terme en lien forcément avec mon activité, mais en tout cas, ça donne de l'envergure et ça me plaît. Et je pense que les élus, ils nous représentent quelque part, hein. Enfin oui, c'est pas quelque part, ils nous représentent, ils représentent les citoyens. Et je fais quelques sessions de formation, 3 par an avec savoir-faire et découverte, hein, qui me plaît forcément. Et je rencontre des porteurs de projets par savoir-faire et découverte, mais également par d'autres occasions. Et j'ai parfois des réactions de porteurs de projets qui se braquent un peu qui se braquent un peu vis-à-vis des élus pour des questions d'ordre idéologique ou ce que j'en sais. Et je leur dis à chaque fois, laissez tomber tout ça parce que quelque part, ça, on s'en fout. Il faut impliquer les gens qui nous représentent, donc les élus, pour pouvoir élargir les projets sur place. Il ne faut pas s'arrêter à des positions d'ordre idéologique, ça n'aboutit à rien. Voilà. Merci pour ce message et ce témoignage, Philippe. Delphine, si tu es toujours parmi Oui.
Bonjour. Bonjour. Donc, le deuxième témoignage, donc un parcours qui est très différent de celui de Philippe, une reconversion aussi qui est très différente. Est-ce que tu peux également nous dire qui tu es et d'où tu viens pour qu'ensuite on puisse aborder ton nouveau parcours de vie? Oui. Alors, merci pour cette invitation déjà. Donc, moi, je viens de région parisienne initialement. J'ai eu, il y a 25 ans, un diplôme dans le secteur du tourisme avec une section production de voyages touristiques, d'affaires et leur commercialisation. Ensuite, j'ai travaillé 5 ans chez des gros voyagistes à Paris, particulièrement dans des services transport où j'avais pour mission d'optimiser les remplissages des avions long courrier. Ensuite, je suis partie au Costa Rica, où j'ai co-créé avec mon mari une course ultramarathon à but humanitaire et une agence de voyage réceptive, dont la mission était donc l'organisation et la gestion de l'opérationnel de tout type de circuit touristique. Et c'est là où j'ai commencé à vouloir mettre un peu plus de sens dans mon métier, en invitant notamment les voyageurs à aller un peu plus à la rencontre des communautés locales, à sortir des sentiers battus et à se sensibiliser à la protection des ressources naturelles. Donc ensuite, en 2015, on a décidé de vendre l'agence, de rentrer en Europe, notamment en Espagne. Nous avons créé une autre agence de voyage en nous spécialisant dans des circuits un peu plus de niche autour du sport, de la culture et du tourisme, toujours avec une empreinte la plus durable possible, mais il restait tout à faire. Donc, après, oui. Pardon, non, mais donc du coup, peut-être qu'est-ce qui t'a amené du coup à la reconversion et que fais-tu aujourd'hui? Alors justement, après un démarrage de cette nouvelle agence un peu lent, est arrivé le Covid. Et 2020 correspondait à notre année de retour sur investissement. Donc, l'annulation successive des événements a complètement annihilé notre chiffre d'affaires. Donc, on a passé un cap économique très compliqué. Et on a décidé de rentrer en France en se disant que moi, au moins, je pourrais continuer à piloter l'entreprise en Espagne. Donc, on s'est installé dans la Haute-Vallée de l'Aude, dans un éco-quartier. On a eu l'opportunité d'acquérir un terrain à un prix très intéressant. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans ce territoire rural que je ne connaissais pas forcément parce que 2020, c'était donc l'époque des confinements et je n'avais pas eu l'opportunité de faire de la reconnaissance. Voilà, donc ce qui m'a amené à cette reconversion, c'est ce contexte-là et puis le fait que le secteur du tourisme et de l'événementiel n'est pas du tout reparti aussi vite que je pensais. Et peut-être du coup sur la question de la formation, puisque c'était le cœur de l'activité notamment d'Arnaud, et on a vu que ça avait été un passage aussi pour Philippe. Toi, qu'est-ce qui, à un moment, tu t'es formé sur quoi et pourquoi? Oui. Moi, j'ai commencé du coup pendant un énième confinement, en fait, à faire une formation en ligne écopreneur parce que j'avais envie de réentreprendre en France, mais avec beaucoup plus, sur un projet avec beaucoup plus de sens. Et aussi, je m'interrogeais beaucoup. On ne t'entend plus, Delphine. Je ne sais pas si c'est ton micro, mais il n'y a plus de son. Là, allô? Là, Oui, c'est bon? Oui, bon, je sais pas. Ça a coupé. Donc, je disais que j'ai commencé une formation écopreneur pour essayer de trouver un projet bien plus éthique. Et j'ai découvert à ce moment-là ce qu'était un tiers-lieu, en fait, dans cette formation. Donc, ce tiers-lieu, c'est un espace donc, de cohésion sociale, de partage qui permet à qui souhaite de réfléchir à d'autres manières de faire, de travailler, de se former. Et je me suis dit que ça pouvait être une formidable occasion en fait, de répondre à des enjeux de transition écologique. Donc, je me suis mise à creuser le projet et j'ai suivi une formation certifiante sur 9 mois qui s'appelle Piloter un tiers-lieu avec la coopérative Tiers-lieu à Montpellier. Et puis au plus, c'est important pour moi de faire cette formation parce qu'après 15 ans d'absence, il fallait que je me remette à jour sur le monde institutionnel français, l'entrepreneuriat en France. Et j'étais aussi bien consciente de certaines limites que j'avais ayant été entrepreneur à l'étranger en autodidacte. Donc, et puis au-delà de cette formation, je suis beaucoup allée à la rencontre de mon écosystème territorial.
pour vérifier si mon projet avait du sens. Et c'est important de le faire évoluer avec les besoins du territoire. D'autant plus qu'un tiers-lieu, ça doit idéalement venir d'un portage de citoyens, de porteurs de projets, voire de collectivités publiques. Donc, je suis partie à la rencontre de tout un tas de parties prenantes et c'est aussi une autre forme de formation. C'était important pour moi pour infuser le territoire. Et puis aussi, j'ai eu la chance de tomber sur un des territoires où s'expérimente et se développe depuis 3 ans une coopérative de transition écologique, puisqu'il y en a seulement 4 en France à ce jour. Et c'est à mon sens un des acteurs majeurs du socio-écosystème territorial de la Haute-Vallée de l'Aude. Et cette coopérative a pour mission de faciliter la transition écologique. Elle fait de l'animation territoriale et elle met notamment en œuvre des leviers tels que le revenu de transition écologique proposé par Sophie Swatton de la Fondation Zoën pour accompagner par de la formation ou financièrement des porteurs de projets liés à la transition écologique. Donc, j'évolue en partenariat avec cette coopérative. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter le projet sur lequel tu travailles, notamment en lien avec la coopérative, et puis en quelques mots, ce que ça provoque pour toi d'être en tout cas sur le chemin ou à l'aboutissement d'un chemin de reconversion? Oui. Donc, l'association Les Imaginaires en Transition, elle est inspirée, que j'ai créée en février dernier. Elle est inspirée donc du programme En Mouvement des initiatives en transition et notamment des actions concrètes de Rob Hopkins. Donc, c'est cet Anglais initiateur du mouvement international des villes en transition. Et lui estime qu'il faut faire s'épanouir notre imagination individuelle comme collective pour réhabiliter une perspective de confiance vers l'avenir. Donc, l'association, elle a pour objet de développer, de promouvoir des activités événementielles dédiées à la transition écologique en valorisant les acteurs de la Haute-Vallée de l'Aude à travers une production de parcours, d'ateliers expérientiels, d'événements thématiques, en ce moment mensuel, en partenariat avec la coopérative de transition écologique. Et donc, l'offre, elle est basée sur un contenu vraiment en lien avec le territoire et ses différentes missions de préservation, de gestion et de développement. Ce sont des prestations qui deviennent vraiment un outil pédagogique et ludique pour faire découvrir le territoire de la Haute-Vallée de l'Aude. Donc, en termes d'accueil, d'éducation à l'environnement, de gestion des écosystèmes en lien avec la biodiversité et les modes de vie locaux. Donc, l'objectif, c'est vraiment de sortir de l'entre-soi et donc d'aller capter un public très large qui va aller des scolaires aux touristes, aux élus, aux entreprises, au public en insertion, etc. Donc, voilà, le but, c'est aussi d'inciter le visiteur à mieux s'imprégner des enjeux sociaux et environnementaux. Et les prestations sont vraiment proposées, elles ont pour vocation de renforcer les initiatives locales et de contribuer à faire vivre les filières économiques en lien, tout domaine confondu. Merci beaucoup. Je me permets de citer quelques mots que tu avais utilisés quand on s'est parlé pour préparer ce café de campagne. Tu avais dit que cette activité professionnelle, c'était un facteur de régénération personnelle pour toi. Et je crois que oui. Oui, parce que j'ai énormément appris. Je pense que ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat aussi, et je pense que c'est un formidable, c'est un levier d'épanouissement en tout cas et de gratification des plus puissants. Et c'est vrai que cette étape Covid était pour tout le monde inattendue, mais moi je la prends vraiment pour une opportunité de vivre vraiment ce que j'ai toujours eu envie de faire. Et c'est vrai que j'ai particulièrement travaillé la résilience ces 2 dernières années. Merci Delphine. Alors, il y a je vois l'heure qui tourne, il est déjà 13h52. Il y a quelques questions dans le chat et puis après, évidemment, l'idée, c'est que les gens puissent solliciter en direct. Mais peut-être, et ça s'adresse à Arnaud et je crois également à Bénédicte, la question du modèle économique pour savoir-faire et découverte et peut-être également pour la DEFPAT, si vous pouvez… Arnaud, peut-être que tu peux commence, commencer. c'est ça? D'accord. Alors, donc, les 2 structures, Savoir-faire découverte et Local Eco, sont des entreprises privées. Bon, voilà. Donc,
Et Savoir-faire et Découverte ne vit que des paiements des porteurs de projets qui viennent en formation et des fonds de la formation quand on peut en obtenir, enfin quand plutôt les candidats peuvent en obtenir parce qu'ils sont financés par Pôle emploi ou éventuellement par le CPF avant ou par d'autres dispositifs, une entreprise aussi qui va financer un salarié. Voilà, c'est notre seul modèle économique, c'est celui-là. C'est assez simple, voilà. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est assez simple à comprendre en tout cas. Et sur Localeco, c'est un modèle qui est en création puisque c'est un financement personnel là, de ce projet-là. Et avec deux manières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient se former chez Savoir-faire Découverte, il a dans son package de formation un temps donné pour un suivi après formation. Donc, c'est Localeco qui l'assure. Et puis, c'est payant à la question. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui n'est pas d'un organisme et qui n'a pas de partenariat avec Localeco, il peut toujours poser la question à un artisan. Ce n'est pas très cher, mais effectivement, c'est un modèle économique qui est basé sur un échange monétaire parce que je reçois un service pour m'aider dans l'investissement que je dois faire dans mon projet, par exemple. Et donc, je vais effectivement trouver un bénéfice à gagner du temps, avoir un conseil fiable. Et donc, pour ça, c'est un service qui est donc payé, qui peut être payant. Voilà. Merci Arnaud, je pense que du coup… Juste pour compléter le modèle économique, les artisans qui sont formateurs sont évidemment payés pour leur rôle de formateur, bien évidemment, dans les jours qui passent, ce n'est pas la gratuité pour eux, pour le coup. J'ai toujours considéré dès le départ que, parce qu'on avait proposé d'être certains d'être bénévoles, etc., donc j'ai toujours refusé. Je trouvais qu'il y avait un vrai sujet dans notre monde là, c'est que des artisans qui ont une expérience depuis 10 ans, 15 ans, et pour ceux qui connaissent un peu le monde de la formation, avec tous les gens qui viennent en stage, etc., en gros gratuitement, du temps d'artisan. Voilà. Donc moi, j'ai toujours voulu rémunérer l'artisan parce qu'il est justement engagé dans la transition écologique, dans des savoir-faire manuels de haute qualité, et donc son temps a de la valeur. Et donc, il y a toujours eu cette volonté de payer l'artisan quand il recevait des apprenants, parce qu'il y avait une transmission de savoir-faire et que ça vaut quelque chose. Merci, j'espère que pour Laurence Bessière, ce sera clair et au besoin, n'hésitez pas Laurence à revenir vers nous. Moi, je ne vois pas les participants, donc peut-être Hello, si c'est le cas, n'hésite pas, que tu vois des gens qui lèvent la main, n'hésite pas. Et sinon, il y avait une question de Pauline Gadea pour donc Bénédicte, qui était de savoir si vous aviez une majorité d'autofinancement ou de formation financée. Ah non, nous, alors le modèle éco, il est complètement différent puisque nous, la participation des porteurs de projets, elle est de 10%. Alors nous, on ne parle pas de formation, sur nous, c'est vraiment de l'accompagnement de projet, certes avec une logique de montée en compétences et d'où formation-développement. Le reste, le modèle ADEFPAT, en dépense, c'est l'équipe c'est l'équipe et c'est les consultants que l'on rémunère, qui vont, eux, accompagner. Voilà, en gros, les charges, c'est ça. Et en recette, par contre, nous, on a un gros soutien de la région Occitanie, parce que historiquement, voilà, ça fait partie d'un outil un peu pilote, et de l'Europe, via du FSE et du FSE, pour une catégorie de public, notamment tout ce qui est demandeur d'emploi, et du FEADER, aussi sur des lignes fléchées formation au sein du deuxième pilier de la PAC du FEADER. Mais dans une logique de partenariat public-privé, voilà, et de création d'activités. Donc, en gros, le modèle éco, il est principalement public et les collectivités, nos adhérents cotisent, les consulaires cotisent, etc. Mais la part vraiment des bénéficiaires finaux par rapport au coût d'un accompagnement, c'est 10%. Ok, merci. Donc, visiblement, j'avais interverti, mais Pauline, du coup, Gadea, je pense que Arnaud a pu répondre sur son intervention précédente. Il y a également une question à savoir si, donc ça, je pense que c'est pour Savoir-faire et Découverte, savoir si vous proposez vos actions partout en France. Et après… Donc, oui. Ouais. Pardon, donc oui, c'est sur toute la France. Alors, si on a un ébéniste, on va en avoir 4. Évidemment, ils sont répartis dans différentes régions, mais ils ne sont pas partout. Donc, c'est pareil, un boulanger, on va en avoir 8, mais ils sont dans… Voilà. Mais effectivement, l'intervention, enfin, les formateurs, les artisans formateurs peuvent être n'importe où en France. Donc, ils le sont. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à réactiver votre micro et à les poser.
Oui, Maxime Brousse, j'ai l'impression. Allez-y. Oui, bonjour. Ce sera encore une question pour Arnaud, désolé, mais c'était plutôt pour savoir comment vous avez fait, ou en tout cas, quel est le fonctionnement pour prendre contact avec des artisans ou des agriculteurs. Enfin, comment ça a été fait? Est-ce que c'est des personnes qui avaient déjà une volonté de développer une activité de formation, ou c'est vraiment vous qui êtes allé démarcher des gens sur le volet formation, voilà, sur leur activité? C'est vrai en fait, il y a les deux, hein. Mais c'est vrai qu'il y a notre expérience, ça fait 20 ans qu'on fait ça, donc c'est de l'ingénierie de formation, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est-à-dire c'est aller repérer des savoir-faire. Par exemple, notre rôle, c'est à la fois comme toute entreprise, hein, c'est de voir ce qui bouge sur le terrain. Il y a des savoir-faire Vraiment, mon raisonnement, il est toujours axé sur la biorégion. En tout cas, quels sont les savoir-faire qui vont se développer demain, sur lesquels le consommateur va acheter et qui sont économiquement viables. Donc, l'alimentaire a été le premier secteur pour lequel le consommateur, le citoyen s'est dit, tiens, ce serait quand même pas mal d'avoir des produits locaux de qualité. Donc, c'est celui qui est le plus développé chez nous. Et donc, notre rôle, c'est d'aller, dès qu'on a de la demande sur la boulangerie, d'aller chercher les nouveaux boulangers. Et donc, les nouveaux boulangers, soit il y en a qui nous appellent, mais c'est relativement rare, soit c'est nos réseaux, le mien notamment, qui va faire que ça fait quand même un certain nombre d'années que je traîne dans le milieu. Et donc, je vais effectivement avoir la capacité à contacter un certain nombre de professionnels pour voir s'ils sont prêts à transmettre. Puis après, il y a un certain nombre de critères qui sont à respecter pour rentrer dans ce jeu-là. Et notamment, le premier, c'est d'avoir envie de transmettre. Alors, ça se mesure par un interview, par un entretien. Et puis, donc, je citais le pain, mais par exemple, on a rentré comme formation il y a 3-4 ans la lactofermentation, qui est quelque chose qui était plutôt un peu plus nouveau, même si c'est un savoir-faire qui est très ancien, hein, mais qui revient au goût du jour. Donc, c'est à nous de savoir qu'il se passe des choses sur ce secteur-là et d'aller repérer des artisans qui vivent de ce métier-là, parce que ça, c'est très important pour nous, c'est que les formateurs, hein, ils vivent de leur métier. Ils sont pas formateurs, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils sont vraiment, ce qui nous importe beaucoup, c'est que dans le choix, c'est qu'ils ont fait le choix de vivre de ce métier-là et qui vont le transmettre, comme le disait Philippe, 3, 4, 5 fois par an maximum, parce qu'on n'a pas envie que ce soit des gens qui soient des formateurs de métier. Enfin, c'est juste notre stratégie, hein. Et pourquoi cette stratégie? Parce que, notamment, apprendre à faire de la confiture, comme le disait Philippe, c'est pas forcément ça le plus important. C'est important parce qu'il ne faut pas la louper, il faut savoir faire des bons mélanges, mais en fait, ce qui est important, c'est de savoir s'organiser pour que ça marche, savoir créer son réseau local, savoir commercialiser. Et tout ça, c'est des choses que vivent les artisans quotidiens qui sont dans le réseau. Et c'est aussi ce qui fait le choix, quand on va les chercher, c'est d'avoir des gens qui savent, qui ont mis en place cet écosystème local, qui savent en parler et le transmettre à ceux qui viennent en petits groupes chez eux. Merci Arnaud. Je vois qu'il est déjà 14 h. Avant de clore le café, peut-être Sylvie, si tu veux reprendre la parole pour présenter un ou deux témoignages du dossier de campagne. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous transmettrai les coordonnées éventuellement des intervenants en fonction des sollicitations, sachant que vous avez tous les liens sur notre site internet, les liens vers les structures des uns et des autres. Bon, merci Marélie. Il y a beaucoup de témoignages, hein, dans le dossier qui est actuellement en kiosque. Donc, chacun pourra aller se le procurer pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. J'espère qu'il y en aura de plus en plus. En complément, peut-être, il y a des témoignages aussi. On a parlé de reconversion, mais surtout de personnes d'un certain âge, entre guillemets, mais il y a aussi des jeunes, hein, qui se reconvertissent très, très, très tôt, qui ont fait même, effectivement, on en parlait tout à l'heure, un bac+5, un master de je ne sais pas quoi, et puis finalement, ou une école d'ingénieur, et j'en connais, et puis finalement, ils se lancent dans un CAP de charpente, et ils se reconvertissent complètement. Il y a même des nouvelles écoles avec des nouvelles façons de faire. Je pense à l'association Être, qui a ouvert maintenant 10 écoles, hein, des écoles de la transition écologique, où, en fonction du territoire dans lequel elles sont installés, on forme des jeunes de 16 à 25 ans qui étaient plutôt là, pas trop faits pour le système scolaire classique, et qui vont aller sur des métiers qui peuvent être, selon les endroits, de la vigne, de l'éco-construction ou autre. Donc il y a des démarches quand même très nouvelles
qui arrive aujourd'hui. Et puis, on a le témoignage, par exemple, d'un jeune dans le village qui s'appelle Nicolas Lally, qui était ingénieur en électronique, donc rien à voir avec ce qu'il a fait après, puisqu'il a monté une brasserie avec un associé, un bio, uniquement en bouteille de 75 centilitres pour qu'elle puisse être consignée avec le biais d'une structure locale qui s'est installée à Lage, on est en Haute-Garonne, et ils se sont installés dans un tiers-lieu où justement il y a une association Être, dont je parlais, qui fait de la formation, et plusieurs autres entreprises. Ce tiers-lieu, ça s'appelle le Bordanova, et parce qu'il disait, je veux me reconvertir, mais si c'est juste avoir fait 5 ans d'études, avoir financé de longues études pour juste faire de la bière, ben, c'est un peu ce que disait notre intervenant tout à l'heure, ça ne suffit pas, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de participer à une économie circulaire, être dans un lieu de vie, et ça va bien au-delà juste de transformer et vendre de la bière. Et ça, c'est très montant dans ce qu'on voit actuellement à Village, une demande d'installation collective, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, ou de s'installer, si ce n'est pas plusieurs amis ensemble, au moins dans des lieux où on ne se sent pas tout seul. Ça, je trouve que c'est une évolution aussi qu'on voit actuellement, en complément de ce qui a été dit et brièvement, puisqu'il est effectivement plus de 14 heures. Merci beaucoup, Sylvie, pour ces compléments d'information. Merci à Marélie pour l'animation de ce 22e café de campagne. Merci Delphine, Bénédicte, Philippe, Arnaud pour vos témoignages extrêmement riches. On se retrouvera en janvier. On n'a pas encore la date, vraisemblablement avec la ministre de la Ruralité et des Collectivités Territoriales, Dominique Faure. Comme à l'habitude, on démarre l'année avec le ministre de la Ruralité. Nous en avions fait les 2 années précédentes. Et puis, on se retrouvera en février, certainement autour de ruralité et migration. On est en train de travailler ce 24e café de campagne sur cette thématique. Vous aurez les informations très rapidement. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, une très bonne fin d'année. Et puis, merci d'être venus nombreux encore pour ce café de campagne. Prenez soin de vous. Et Marélie, on termine par notre jingle. Merci, à très bientôt. Après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec INSIT.